D'aucuns diraient que le règne animal aborde le thème de la différence, par extension de la tolérance. Personnellement, je trouve dommage de réduire ce film à ses seules thématiques. Oui, le règne animal parle de différence. Heureusement, il ne parle pas que de cela. C'est une fable contemporaine, mêlant famille et changement, unité dans l'adversité, la dualité. En bref, une société animale et humaine sur un radeau, le radeau de la Méduse. Des êtres humains qui se transforment en animaux, se métamorphosent, errent en quête de liberté, déjà libres en vérité, quand les autres les enferment, les aliènent. Comment ne pas penser à la métamorphose de Kafka? Un livre où un homme se métamorphose en insecte, un nuisible. Dans le règne animal, les personnes qui se transforment sont elles aussi perçues comme nuisibles. On les appelle des bestioles, un terme dérogatoire. Le livre de Kafka peignait le portrait d'un homme forcé à fuir la vie norme d'un employé de bureau, en dehors des normes sociétales, qui, dès qu'il ne peut plus contribuer financièrement à la vie de sa famille, est rejeté par cette dernière, mais malgré tout, garde sa gentillesse, sa bienveillance et ses souvenirs d'être humain. Kafka, par le biais d'une métamorphose physique, décrit la métamorphose d'une famille. Ce qui m'a frappé, c'est que Grégor, le personnage principal, reste le même intérieurement, tandis que son monde autour, les relations interpersonnelles, sont changées au point de provoquer la mort. On se pose alors la question du titre, mais de quelle métamorphose s'agit-il ? Celle d'un homme en animal ou celle de la société qui l'entoure? La même question se pose avec le règne animal. On y suit un père et son fils dans les remous d'une société en changement, perturbée par la survenue de ces mutations fantastiques et presque horrifiques. Et la métamorphose collera, s'attachera aux diverses thématiques du film. Car tout y est en perpétuel changement, et le scénario aura comme objectif de décrire les réactions que ces changements occasionnent. Du rejet ou au contraire de la fascination, et du déni, de l'incompréhension. D'Ovide à Kafka, les métamorphoses ont servi l'art, en servant de métaphore, de vaisseau à des métaphysiques. Avec le règne animal, le réalisateur Thomas Cayley propose de leur succéder. Au cinéma, et quand on engage des maquilleurs et des costumiers si efficaces, le storytelling passe forcément par le visuel. Le film garde assez de mystère pour laisser aux spectateurs le loisir de se demander le passé de tous ces mutants. Y a-t-il un lien de causalité entre la personnalité de la personne et l'animal en lequel il se transforme? La petite fille qui se métamorphose en caméléon est timide, réservée. L'homme qui se métamorphose en oiseau aspire à la liberté. Et notre protagoniste, Émile, devenant loup, est sauvage, cherche une meute à laquelle appartenir. Dans tout cela, qu'est-ce qui appartient à l'homme et que peut-on attribuer à la mutation? L'homme et l'animal se confondent, célébrant aussi la nature et l'union que l'homme entretient avec elle. Le film décrit, au fur et à mesure de ses actes, les mutants comme des êtres éclairés, en dehors de toute construction sociale, et qui cherchent à vivre en harmonie, allant jusqu'à se créer un paradis en dehors des territoires humains. Un peu comme le Grégor de Kafka. Mais ils seront vite rattrapés, comme l'air de dire qu'il n'y a pas d'échappatoire à la société humaine. La Terre, aujourd'hui, lui appartient tout entière. Ce message pessimiste retrouve un peu d'espoir à la toute fin. Émile court, à vive allure, ses capacités désormais surhumaines, l'aidant à fuir ses poursuivants, à être peut-être l'Adam élève des créatures, le premier à parvenir à s'affranchir. Cette lecture que je trace ici est une lecture de surface. On peut aussi lire dans le film quantité d'analogies, au centre desquelles se situe un être borné de principes, François, le père, hermétique au changement, du moins au départ. Sa femme, Léna, et son fils, Émile, sont des bestioles, tous deux victimes du temps qui passe, une mère et un adolescent. Pour l'une, la métamorphose symbolise la vieillesse et la maladie, peut-être aussi le changement qui s'opère sur une personne au sein d'un couple après plusieurs années de mariage. Et pour l'autre, c'est plus simplement la puberté. Émile change devant son père, affectant forcément leur rapport. Il subit l'adolescence de plein fouet, en même temps que sa mutation, que la perte d'un parent. Au cours de sa transformation, il se rapproche de sa mère. Au cours de la quête de cette mère, disparue, il se rapproche de son père. Assez secret, douloureux mais en silence, Émile soulage sa peine en se confiant, en devenant un loup dans la meute plutôt qu'un loup solitaire. Enfin, dans la masse de toutes ces analogies, il y a celle de la nature, qui se révolte contre les hommes, un peu à l'image de ces changements climatiques, des tornades, des inondations. La nature qui frappe un peu au hasard pour se défendre. Si on pousse encore plus la métaphore, on peut voir représenter les camps en faveur du statu quo, et ceux qui œuvrent au changement, tous deux maladroits dans leur dérive, campés sur leur position.
avec François qui ajoute un peu de nuance, n'appartenant véritablement à aucun des deux. Lui, son empire, c'est sa famille, et son épreuve de l'accepter telle qu'elle est devenue. Plus tôt, quand je parlais de la mère d'Émile, donc de la femme de François, et que je faisais allusion à la vieillesse et la maladie, je pensais surtout à la démence, ce qu'on appelle communément maladie d'Alzheimer, mais il y en a d'autres. Cette maladie affecte les fonctions cognitives, la mémoire, et avec elle, la personnalité du sujet. Certaines démences, dites frontotemporales, agissent aussi sur le comportement. Les proches rencontrent alors l'être aimé une seconde fois, une personne différente de celle qu'ils ont côtoyée des années durant. Et il faut faire le deuil de la personne que l'on connaissait, afin d'accepter celle que l'on a en face. C'est ce qu'on appelle le deuil blanc. Les proches se heurtent à une sorte de paradoxe. La personne atteinte de démence est présente sur le plan physique, mais effacée sur le plan affectif et social. Les quelques apparitions de Léna, la mère d'Émile, renvoient ce sentiment. Elle ne parle pas, jamais. Malgré qu'elle soit là, devant ses proches, elle n'interagit pas. On sait aussi que, par le passé, elle a été agressive physiquement envers son fils. Elle l'a blessé, lui laissant des cicatrices. Des comportements qui ne lui ressemblent pas, que l'on peut imputer au mouvement psychique de la maladie, ici la mutation. La personnalité première de Léna disparaît, pour faire place à ce qu'on considère maladroitement comme un vide, un manque. Ce manque existe en vérité, mais il est comblé par un mode de fonctionnement différent. Il est toujours difficile pour les familles de comprendre que les manières d'interagir ne sont plus les mêmes, mais qu'elles existent encore. Souvent, la présence en elle-même suffit. Il est toujours possible de stimuler le malade par des sensations, de la musique, des objets qui attirent à eux des souvenirs encore présents. Le deuil blanc regroupe en fait deux sortes de deuil. Le deuil intuitif et le deuil instrumental. Dans le deuil intuitif, la personne manifeste son deuil par des émotions, de la colère, du chagrin. Dans le deuil instrumental, elle essaie de comprendre et transforme ses émotions en action. François très clairement vit un deuil instrumental, a sacrifié des nuits de sommeil pour retrouver sa femme, littéralement et métaphoriquement. Tandis qu'Émile assume un deuil intuitif, avec beaucoup de colère. Autant Émile que François se battent avec leur deuil et se tournent au début du film vers le déni. Émile préfère penser que sa mère n'est plus. Quand il se présente devant ses nouveaux camarades de classe, il dit sans équivoque qu'elle est morte. Et c'est ce qu'elle est pour lui. Il ne veut pas faire face à la réalité, au corps de sa mère encore présent et encore vivant. François, lui, vit le déni dans son opposé. Il nie les différentes pertes de sa femme. Elle est pour lui comme elle le fut avant. Il ferme les yeux sur l'acte de violence qu'elle a eu sur son fils. Il se ligue contre les médecins. Il veut rester dans un monde où la mutation n'a jamais pris sa femme sous son aile, pour utiliser une métaphore animale. Quand la mutation s'attaquera aussi à son fils, il verra les choses différemment. Il acceptera enfin, il accomplira son deuil. La scène pour moi la plus marquante du film, c'est celle où François et Émile, dans la voiture, hurlent le nom de l'être cher ensemble pour le retrouver. Ils se rejoignent enfin dans leurs émotions, et ils ont bien failli me faire pleurer les bâtards. C'est un peu cliché, mais c'est comme ça qu'on affronte le deuil. Toutes sortes de deuil, il est collectif. C'est aussi pour ça que l'être humain s'adonne à des enterrements, contrairement aux animaux. Il en a besoin pour tourner la page. Cette scène de la voiture achève de réunir François et Émile. Et il est symbolique qu'ils ne retrouvent jamais Léna, malgré leurs efforts. Ils peuvent toutefois s'assurer qu'elle vive libre. Et Émile rencontrera sa mère, dans son apparence complète, la reconnaissant enfin comme telle. Au-delà des changements sociétaux, le règne animal est dans son essence un drame familial. On peut substituer la démence à n'importe quel changement qui s'opère dans un individu ou dans un système familial. De nombreux époux et épouses se sont réveillés un jour, ne reconnaissant plus leur conjoint. Le travail d'acceptation est d'autant plus difficile pour François qu'il vit avec des citations, des principes immuables. À chaque situation, il a une ligne de conduite. Mais rien n'a jamais été écrit sur une société en proie à des mutations animales, et face à cette situation inédite, il se trouve sans aucune citation, sans aucun guide. Il n'a donc d'autre choix que de s'affranchir de sa rigidité. C'est ce qu'il fait quand il prend une poignée de chips et les avale. Au diable mes idées préconçues, semble-t-il dire. Le script joue aussi beaucoup d'humour pour distiller les moments difficiles. François est un grand sarcastique. Une manière entre autres de se défendre et de maquiller sa souffrance. L'humour dans le film n'est jamais lourd, et il donne une certaine légèreté aux thématiques, montrant par là même qu'il est possible de trouver de la joie partout, même dans la souffrance. Grâce au protagoniste, Émile, on a un point de vue interne de la métamorphose et son évolution. On apprend à reconnaître les créatures comme des êtres à part entière, un luxe que n'ont pas la plupart des personnages du film. Il est plus simple pour nous, les spectateurs,
de s'y lier de façon affective, car elles sont attachantes ces petites bêtes, et bien plus vulnérables qu'on aurait pu le croire. La première rencontre avec une créature se déroule dans un panorama horrifique. Le mutant s'enfuit d'une camionnette, il effraie les badauds, a le visage déformé et est poursuivi. C'est un monstre pour les personnages dans le film, mais aussi pour le spectateur. Sans Émile, il serait resté un monstre pour nous. Pourtant, c'est la même personne, c'est seulement l'avis qu'on s'en fait qui change. Mais un jour, cet homme sera oiseau tout entier. C'est d'ailleurs ce qu'il veut voler, remplir sa fonction animale. Toutes ces métamorphoses font penser au problème philosophique du bateau de Thésée et permet d'introduire la notion d'identité. Il est question d'un bateau, en l'occurrence celui de Thésée, bravo Sherlock. Au fil du temps, ces planches s'abîment et doivent être remplacées. Vient un jour où il n'a plus aucune planche d'origine. Est-ce alors le même bateau, ou a-t-il changé d'identité ? Émile, vous l'aurez compris, n'est pas un bateau, mais des crocs remplacent ses dents, des griffes remplacent ses ongles. Tout son corps devient celui d'un animal, toutes ses planches changent au fil du temps. Son identité est bouleversée. Il essaie alors de se trouver, en passant de longues heures en forêt. Il essaie de comprendre ces changements et de les accepter. Encore une fois, son salut, c'est qu'il n'est pas seul. Il rencontre des individus qui traversent les mêmes épreuves que lui, souvent même à un stade plus avancé. Il rencontre aussi des gens qui continuent à l'accepter malgré ses changements, son père d'abord, et la fille avec qui il aura un rapport. Bon là par contre c'est un peu plus de la zoophilie, mais on va passer l'éponge. Dans le final ensuite, toutes les métamorphoses s'entrechoquent. Le vase explose. Les anti-créatures font face aux pro-créatures et aux créatures elles-mêmes. Les différences, gardées sous une chape de plomb, finissent par la briser et par exploser. Il y a des victimes, forcément, car le changement s'est imposé de lui-même et s'est fait brutalement. Depuis le début, il était inévitable, ce que certains refusaient de voir, et ce que d'autres considéraient comme totalement inoffensif. Les créatures représentent bien un danger, quand elles sont trop près des humains, et le film paraît nous dire que la cohabitation ne sera jamais une option, que l'homme se doit de garder une distance avec la nature. Au-delà de tout cela, le règne animal décrit les changements qui s'opèrent en chacun de nous, à toutes les étapes de notre vie. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des étapes. Nous sommes tous des bateaux de Thésée, voués à être transformés par l'âge et nos expériences, tout comme l'est la société et le monde autour de nous. Malgré tout, il est possible de larguer ses amarres quelque part et de retrouver dans les autres des ancres, éviter de partir à la dérive. Mais qu'on le veuille ou non, qu'on se laisse avoir par l'attrait du déni, ces changements s'opéreront et un jour se verront autant que le bec au milieu de la figure. La chute alors sera brutale. Est-ce que j'ai besoin de rajouter que j'ai adoré Le règne animal ? Peut-être mon film français préféré de 2023. Il est formidable de voir ce que l'on peut faire dans notre beau pays, avec nos moyens et notre identité à nous, et forcément, on se sent un peu chauvin. Ce film est pour moi une réussite du début à la fin. Il m'a marqué et il me suivra. Les déguisements dans leur réalisme, ils sont pour beaucoup. Au-delà des masques de silicone, il y a les masques des acteurs, et les performances sont la dernière pierre à cet édifice. Le règne animal est un grand film. Il aborde des thématiques vastes et en dévoile juste assez pour que l'on puisse se retrouver dans les personnages et les épreuves auxquelles ils font face. Il est vrai que l'homme est un loup pour l'homme. Seul, il est féroce et autodestructeur. Il est solidaire dans la meute. Mais ce n'est que mon interprétation.